toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de La Recherche en tête, donc le premier webinaire de recherche de la filière TEDCO. Nicolas Le Boulanger, je suis le coordonnateur médical de la filière TEDCO. Aujourd'hui, ce premier webinaire aura pour thème la reconstruction du visage. Donc, c'est une formule courte d'une heure, le midi. Tout va être enregistré et sera secondairement disponible sur le site de la filière, donc pourra être consulté aussi souvent que nécessaire. Merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui pour nous écouter, pour écouter surtout nos intervenants. Merci au professeur Ariane Berdal qui a accepté de coordonner ces webinaires et de les organiser. Merci bien sûr à l'équipe de la filière, donc Myriam de Chalandard qui est ici, Inès Benaïssa et Annaline Calatayud que j'ai aperçu tout à l'heure aussi en ligne, d'avoir organisé donc, en pratique cette session. Et bien sûr, merci également à nos intervenants qui sont là aujourd'hui. Voilà, donc merci de vous être libérés en milieu de journée pour cette nouvelle formule. On espère que vous serez nombreux à nous suivre et à nous regarder à nouveau secondairement. Je vais passer la parole donc à Ariane qui, merci par avance, voudra bien présenter plus avant nos invités du jour. Et ben, bon webinaire et n'hésitez pas à nous faire des retours secondairement hein, via le site de la filière, via les emails, pour nous dire ce qui est bien déjà et ce qui pourrait être amélioré si nécessaire. Et si c'est parfait, dites-le aussi, bien sûr. Merci beaucoup. Bonne session. Merci Nicolas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc ces séminaires recherche sont basés sur un trio systématiquement. Le patient, le thérapeute chercheur et le chercheur plus proche de l'approche biomédicale de laboratoire. Donc en fait, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Bernard de Vauchel, qui est chirurgien maxillofacial, chef de service au CHU d'Amiens, et qui a toute sa vie durant combattu pour reconstruire des visages, puisqu'il a réalisé la première greffe au monde dans son équipe, et qu'il a réussi sur des années de bataille à construire un institut Fairface euh, dédié à ce sujet. Le professeur Jean-Christophe Riquin, lui, est professeur en chirurgie orale. Là, nous sommes sur Bordeaux et a comme profil d'avoir dirigé une unité INSERM dédiée sur les matériaux et l'ingénierie et de travailler toujours en interface puisqu'il pilote aujourd'hui l'accélérateur de recherche INSERM Bioprint qui est destiné justement à réaliser des impressions 3D de tissus biologiques dans des vues de reconstruction. Il coordonne aussi, il joue un rôle important dans le SIC, c'est-à-dire dans des structures d'interface avec la clinique au CHU de Bordeaux. Et donc, si je puis me permettre, il est en plein dans le cœur de ces questions-là. Docteur Lignon, Guilhem, est un scientifique de formation qui a fait une thèse sur la biologie des dents très, très en amont, avec aussi des données sur les matériaux. Et Guilhem a changé en quelque sorte, a évolué, est devenu ce qu'on pourrait dire aujourd'hui intersectoriel, puisqu'il a plutôt un profil sciences humaines et sociales. Il est président actuellement de l'association ANA et s'intéresse à la relation et au regard que peut donner le patient, qui est bien sûr est plein d'informations pour l'ensemble des équipes. Je ne monopoliserai pas la parole et donc je vais vous poser la même question à tous les trois, en commençant peut-être par Guilhem. Et donc une question finalement un peu simple, le thème de ce séminaire, la reconstruction du visage pour vous, qu'est-ce que c'est? Bien, alors, bonjour à tous. Alors, je pense que tout d'abord, quand on parle de reconstruction, la première chose qu'on peut évoquer, c'est dire que pendant notre enfance, tout ce qui a trait au visage et à la bouche a une grande importance. Et du coup, toutes ces pathologies faciales peuvent entraîner une altération importante de l'image de soi. Ces différentes particularités représentent un grand trouble pour celui qui en est atteint, mais c'est toujours l'autre qui va nous ramener à notre condition de personnes différentes, si on peut employer ce terme. Il y a également une des raisons qui peuvent nous faire sentir différents, c'est tout ce qu'on voit dans les médias et les réseaux sociaux qui nous poussent à avoir certaines normes, certains critères de beauté. Et du coup, tous ces médias et réseaux sociaux
ont sans doute fait des particularités physiques un critère des évaluations négatives de la personne et du coup être dans une société qui tend à cacher le handicap. Et du coup, donc, aussi la bonne question à se poser dans la reconstruction, c'est pour qui et pourquoi on veut se faire reconstruire. Est-ce que c'est pour nous? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que c'est pour répondre à certaines normes? Et quand on interroge des patients, le plus souvent, on se rend compte en fait que les patients ne se font pas opérer pour eux, mais plus pour les autres, pour répondre à certains critères. Euh, Aussi, les patients qui ont des malformations, le plus souvent, quand elles sont congénitales, elles peuvent avoir un parcours de soins qui est assez long, parce que c'est souvent des pathologies rares, mal connues par les médecins généralistes, et du coup, là, le parcours de soins, le parcours diagnostique peut être assez long. Quand on évoque également la reconstruction, il y a un point important à citer, c'est la relation entre le patient et le médecin. Et le traitement chirurgical de ces malformations peut soulever un paradoxe avec les phénomènes justement de plus en plus spécialisés de la médecine actuelle. Et quelques médecins considèrent le malade comme un organe pathologique et non pas comme le malade dans son ensemble. Du coup, un des enjeux majeurs de la chirurgie réparatrice, c'est aussi de passer au-delà de ça. Et quand on demande aux patients justement ce qui aurait à améliorer dans cette relation entre le patient et le médecin, il y a deux points importants. Justement, le premier, c'est que les médecins puissent mieux tenir en compte la vie et la vie LA, plus loin VIE, et la vie, l'apostrophe AVI des patients pour savoir ce que les patients veulent et attendent. Et également qu'il y ait des facilités de contact avec les médecins, notamment par mail, et surtout pour les patients qui ont du mal à s'exprimer lors des consultations. Et j'aimerais juste finir sur un point, sur la terminologie qu'on peut employer. Alors, je vais citer deux exemples. Tout d'abord, le terme de handicap esthétique, qui est en fait, qui accole deux termes qui sont assez subjectifs, avec également un terme de jugement de valeur. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau, où est la frontière, et qui est aussi un terme assez subjectif. Ce qui est beau pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et puis également la différence entre la face et le visage où la face est plus les structures anatomiques et le visage, c'est l'être avec ses mimiques et dans tout son ensemble. Merci beaucoup, Guilhem. Donc, on va donner la parole à Bernard de Vauchel. Que pense le Bonjour. chirurgien de tout ça? Voilà. Mais écoutez, moi, j'ai souvenir de cette phrase de la première transplantée et qui, répondant à une interview d'un journaliste, a eu cette phrase assez magnifique, sans visage, on n'est rien. Et je rejoins par là et par cette phrase les propos qu'a pu tenir Guilhem. Voilà. Alors, je crois qu'il faut peut-être aussi faire dans le domaine de la reconstruction du visage et de la demande du patient qui a été défiguré, faire la part de ce qui revient au malformatif, où là, il n'y a pas de visage de référence, ce qui revient au traumatisme, où il y a une volonté de la part du patient d'une restitutio ad integrum, retrouver le visage que j'avais avant, alors que celui qui est porteur d'une malformation n'a pas d'éléments de référence pour retrouver le visage d'avant, et puis celui qui est porteur d'une tumeur défigurante. Et là, c'est l'acte chirurgical qui défigure et où la priorité pour ce patient, c'est peut-être d'extirper le mal, quoi qu'il en coûte. Et quelquefois, voilà. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui m'apparaît important, Guilhem a parlé effectivement d'esthétique, de beauté, d'accord,
Mais le visage, c'est le lieu de concentration de la sensorialité. Et on reviendra dessus tout à l'heure à propos de la recherche, car nous ne sommes pas capables vraiment de restaurer une sensorialité qui a été détruite par le traumatisme, l'accident, la maladie, la malformation aussi, mais c'est l'aspect fonctionnel, la possibilité de remanger normalement, de respirer normalement, d'avoir une face qui exprime. Et c'est là aussi où nous avons d'énormes progrès à faire. C'est la priorité à mettre dans la chirurgie reconstructrice. Et c'est là où nous avons d'énormes progrès à faire. Et la recherche va nous aider effectivement à améliorer cette restitution fonctionnelle. Jean-Christophe va peut-être intervenir. Bonjour et merci de me donner la parole. Alors, la question, c'est qu'est-ce que la reconstruction du visage pour vous? Alors, moi, j'y mettrai trois niveaux pour ce qui me concerne. En tant qu'être humain, au final, je rejoindrai assez ce que a dit Guilhem et Bernard. Après, en tant que clinicien, déjà, je vais être sur des aspects plus techniques qui concernent plus mon activité, donc plus focalisé sur les mâchoires et les dents. Et puis la raison de ma présence ici, c'est certainement mon activité de recherche. Et là aussi, on va être sur des aspects techniques qui prendront en compte les notions qui ont été évoquées précédemment. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de notre activité de recherche, c'est de trouver des techniques pour maintenir, restaurer, améliorer en effet les fonctions, ce qui définit l'ingénierie tissulaire. Et donc, on peut développer des approches extrêmement variées, comme des approches biomimétiques, par exemple, qui consistent au final à isoler au niveau d'un tissu les éléments principaux, à les assembler en laboratoire pour essayer de les réimplanter chez un individu, en fait, au final, de trouver des alternatives au greffe qui reste aujourd'hui quand même le gold standard de la reconstruction dans la majorité des situations cliniques. Je profite, Jean-Christophe, de tes dernières phrases pour te demander finalement, en termes pratico-pratiques, la recherche dans vos laboratoires, quelles sont les innovations que ça apporte? Comment abordez-vous cette question? Alors nous, dans le cadre de notre unité de recherche qui existe maintenant depuis plus de 25 ans à Bordeaux, on a évolué d'une recherche qui était au départ dans les années 80 uniquement focalisée sur les biomatériaux en fait, hein, c'est au final la réalisation d'éléments prothétiques qu'on pouvait implanter pour restaurer une fonction en fonction des applications ou un volume le plus souvent. Et puis, c'est dans ces années 80 qu'est apparue la culture de cellules, hein, à l'image de Marie-Françoise Armand que je voudrais citer ici, qui a été pionnière en France en travaillant avec Kaplan aux États-Unis sur la culture cellulaire et dans le cadre d'applications en régénération de structures cartilagineuses et osseuses. Et nous, notre laboratoire, on s'est intéressé à deux briques. Au final, que la reconstruction d'un visage, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe parce qu'on va parler de peau, on va parler de muscles, on va parler de tissus osseux, on va parler de graisse, on va parler de vaisseaux, on va parler de nerfs, tout un tas d'éléments qu'on ne peut pas considérer en même temps quand on a une activité de recherche. On est obligé au final de segmenter les questions. Et dans le cadre de notre unité de recherche, on s'est focalisé sur deux tissus historiquement, donc le tissu osseux et les vaisseaux. Donc, dans le cadre de la régénération osseuse, on a des activités qui intéressent à la fois les os plats, les os du visage, mais aussi, bien sûr, les os longs. On a développé des stratégies de recherche qui étaient basées sur la cellularisation de biomatériaux. Aujourd'hui, il y a des essais cliniques qui existent sur l'implantation de matériaux cellularisés. On peut citer par exemple ici le projet européen de Pierre Lérol, hein, qui utilise des cellules souches isolées à partir de la crête iliaque de patients qui sont ensemencés sur des matériaux en phosphate de calcium et qui sont implantés ensuite sur les os des mâchoires à visée préimplantaire et avec un groupe contrôle qui est l'autogreffe. Donc, on est toujours dans cette dualité greffe ou ingénierie tissulaire, donc système un peu complexe réalisé en laboratoire. Donc, nous, ce qu'on a développé en termes d'ingénierie tissulaire osseuse, c'est des approches qu'on appelle bottom-up. En fait, quand on cellularise un matériau, la technique classique, c'est de mettre une suspension cellulaire sur un matériau macroporeux pour que les cellules colonisent ce matériau, produisent
un pré-tissu osseux qui ensuite va être implanté. Nous, notre approche, elle est plutôt une approche sous forme de sandwich, un petit peu comme un hamburger, où on fait des couches de matériaux, des couches de cellules qui sont superposées les unes aux autres, ce qui permet d'avoir une meilleure maturation du tissu à l'intérieur de nos constructions. Et on a pu démontrer comme ça donc, qu'on améliorait la régénération osseuse. Après, on développe aussi des stratégies basées sur des membranes de régénération osseuse produites à partir de tissus fétaux, notamment la membrane amniotique. Et actuellement, nous participons à un PHRC pour traiter les ostéonécroses des mâchoires avec ces membranes amniotiques. Et puis, certainement, ce qui a fait la plus grande originalité de nos recherches dans l'os, c'est la bioimpression. Donc, aujourd'hui, l'impression 3D, c'est-à-dire qu'on utilise des imprimantes pour imprimer différents matériaux. Permet de réaliser des prothèses, des choses qui sont aujourd'hui qui ont pénétré le bloc opératoire. Mais nous, ce que nous imprimons, c'est du matériau vivant, en fait, des cellules et de la matrice autour des cellules pour essayer de construire voilà, des choses, là encore, qui peuvent être utilisées soit pour faire de la recherche fondamentale, au final, pour répondre à des questions purement cognitives, soit pour faire de la régénération osseuse. Et on a notamment réalisé une publication où on imprimait des cellules osseuses qu'on appelle des ostéoblastes, donc qui vont pouvoir construire la trame minérale de l'os. Et on a montré qu'en fonction du motif imprimé, au final, on allait guider la cicatrisation, ce qui est une notion relativement importante qui existe bien en embryologie, qu'on connaît bien, que l'organisation, au final, dans le volume, va guider la construction des tissus. Et là, on essaie de le reproduire avec des imprimantes de laboratoire. Et après, si je dois dire deux mots sur notre recherche concernant les vaisseaux, en fait, on a recruté un chercheur, Nicolas Lheureux, qui a eu une société pendant une vingtaine d'années à San Francisco, où il produisait des feuillets de matrice extracellulaire, c'est-à-dire qu'il cultive des cellules qu'on appelle les fibroblastes qu'on retrouve au niveau de la peau. Il leur faisait produire une matrice qui fait un feuillet extrêmement solide, qu'il arrive à enrouler et à créer des tubes. Il a été jusqu'à des implantations humaines qui ont fait l'objet de publications dans les plus grands journaux médicaux, où il a pu réaliser une anse de dialyse qui était donc implantée chez des patients euh, avec des résultats cliniques tout à fait encourageants. Malheureusement, il a été confronté aux limites et à une grande limite de l'ingénierie tissulaire aujourd'hui qui concerne le coût et les délais de production, qui sont deux verrous technologiques, enfin deux verrous en tout cas qu'il nous faudra résoudre si on veut populariser ces techniques. En tout cas, aujourd'hui, il travaille dans notre unité et il réalise des fils biologiques. Donc, avec ces mêmes feuillets, il les découpe en fils pour les tresser, pour faire des vaisseaux, ce qui permettra au moins de réduire certainement le problème du délai de production et peut-être de coût dans un second temps. Voilà donc en quelques mots nos activités de recherche. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, non, très précis, c'était un plaisir. Moi, j'aimerais te mettre en avant quelque chose qui ressort de ton discours. Finalement, les expertises pour aller donc du laboratoire jusqu'au lit du patient, en quelque sorte, ça combine beaucoup de domaines. Donc, ce serait un travail d'une grosse équipe qui peut nous retracer un peu les domaines, en quelque sorte, qui se croisent à ce moment-là. Alors, dans le domaine de l'ingénierie tissulaire, il est clair qu'on ne peut pas travailler tout seul, hein. C'est vraiment un domaine de la science qui est à l'interface entre les sciences de l'ingénieur, donc avec des physiciens, des chimistes, des informaticiens, et puis du domaine de la biologie. Et toutes ces personnes travaillent ensemble, en lien bien sûr avec des cliniciens qui peuvent poser les questions cliniques, et puis bien sûr en essayant aussi de prendre en compte les velléités des patients, qui sont de plus en plus importantes à comprendre pour essayer d'orienter nos recherches. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Je vais donner la parole à Bernard qui va nous retracer justement ces interfaces entre le chirurgien qui fait une allogreffe et tout le parcours autour. Merci. Oui, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le greffe nous a permis effectivement de nous ouvrir, mais nous étions déjà ouverts auparavant vers le domaine de la recherche. Elle est indissociable de la pratique clinique. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, parce que vous avez mis l'accent et le doigt, plus exactement, sur un point fondamental. Il y a toute une série d'équipes qui, en France notamment, et à l'étranger, bien évidemment, travaillent sur cette question d'ingénierie tissulaire. Et nous travaillons aussi sur l'ingénierie tissulaire
notamment le tissu osseux. Et je crois qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion menée à l'échelle nationale pour effectivement croiser nos expériences de laboratoire en fonction des orientations que nous donnons. Je reviens sur le tissu osseux. Nous travaillons avec une matrice aussi et pour une indication particulière qui est celle, par exemple, du traitement des fentes alvéolo-palatines dans le cadre donc des fentes labio-alvéolaires de ce qu'on appelait le bec de lièvre. De même concernant l'impression 3D. Alors au sein de l'Institut, on a l'avantage de pouvoir réunir des équipes un petit peu différentes. Nous avons une équipe labellisée qui n'est pas encore INSERM, mais j'en parlais récemment au directeur de l'INSERM, c'est une volonté. Au sein donc, l'équipe est toute jeune. Nous travaillons sur aussi d'autres directions. Que l'on travaille sur l'ingénierie suggère, je l'ai dit, mais on travaille par exemple sur les techniques d'IRM de flux qui nous permettent effectivement d'analyser non seulement les systèmes de retour veineux ou le flux artériel au niveau de l'extrémité céphalique, mais également toute la dynamique du liquide céphalorachidien. Et c'est important, notamment dans la prise en charge des chirurgies des crânio-fasciosténoses, qui sont des malformations particulières. Nous travaillons sur également la chirurgie de précision dans les cancers. Nous avons mis en place, par ailleurs, une plateforme d'analyse des mouvements. Et je rebondis puisque vous évoquiez votre collègue qui tressait des fils pour restaurer des vaisseaux. Eh bien, nous avons, nous, publié sur l'utilisation du fil de soie pour se substituer aux greffes nerveuses. Et on a pu ainsi faire la preuve, je me rappelle avoir coupé des nerfs sciatiques de rat à un moment donné, voilà, pour nous apercevoir que l'on facilitait la régénération neuronale et que l'on permettait à des rats de remarcher, ce qui éviterait, de la même façon que l'on peut éviter une greffe osseuse en trouvant le biomatériau, ou plus exactement par l'ingénierie tissulaire, le tissu vivant qui va remplacer la perte de substance osseuse, eh bien, nous sommes dans une dynamique qui est à peu près identique concernant la régénération nerveuse. Même si, concernant la régénération nerveuse, il y a d'autres questions qui sont d'ailleurs la limite aujourd'hui dans la chirurgie reconstructive du visage, la restauration donc des fonctions, la restauration d'une dynamique faciale, tout le champ par exemple des gens qui sont porteurs de paralysie faciale. Et puis il y a un dernier point, et alors là, moi je rejoindrai les propos tenus par Guilhem tout à l'heure. Je pense que l'interdisciplinarité au sein de la recherche est une chose tout à fait importante, et à la fois pour des raisons historiques et des raisons de relations amicales, nous étions très ouverts aussi vers le monde de la philosophie, le monde de l'épistémologie, le monde de l'histoire. Et là, je crois qu'il y a aussi une réflexion à mener, tout particulièrement pour ce qui relève de la défiguration. Merci beaucoup. Dans l'Institut Fairfax, vous semblez donner de l'importance à un registre de technologies qu'on n'a pas évoquées, robotique, informatique, qui sont Tout à peut-être fait. importantes. Tout à fait. Alors, la robotique chirurgicale, c'est un autre sujet. C'est une chose qui existe depuis le début du 21e siècle, avec cette fameuse téléchirurgie et l'utilisation aujourd'hui d'un robot qui, au départ, s'appelait le Da Vinci, même s'il est reproduit. Alors, le robot n'est pas un substitut à la main du chirurgien. Le robot, aujourd'hui, c'est l'aide à la main chirurgicale, c'est comment augmenter la possibilité de la main chirurgicale. Et justement, dans les travaux de recherche que l'on mène avec le CEA List, eh bien, nous essayons et nous avons quelques exemplaires de robots qui ont ce qu'on appelle le retour haptique, c'est-à-dire cette sensation. Non seulement le robot aujourd'hui qui est utilisé dans les blocs opératoires permet de voir mieux, d'arriver à une dimension que je dirais mésoscopique, n'est-ce pas? Au-delà de ce que la main même quelquefois peut faire, il y a des robots d'aide à la microchirurgie aujourd'hui qui permettent d'augmenter les possibilités du chirurgien, mais il y a aussi cette limite du robot qui est celle de ne pas pouvoir sentir, notamment pour les organes qui se déforment. Et là, je crois qu'il y a des lignes de recherche qui sont tout à fait passionnantes et qui, en plus de ça, nous servent à l'heure actuelle pour apprendre, éduquer le geste chirurgical chez les personnes jeunes, sentir au bout des doigts, car la sensibilité ou la sensorialité tactile s'éduque elle aussi. Merci beaucoup, Bernard. Peut-être Guilhem peut nous exposer un petit peu le volet sciences humaines. Comment travaillez-vous dans cette association ANA? Quelle est votre approche scientifique en quelque sorte? Alors en fait, du coup, l'association ANA a été créée à peu près 7 ans. Et à la base, elle a été créée pour plus aider les enfants
qui avait des particularités physiques où qu'elles soient, comment savoir se comporter, comment savoir réagir aux demandes trop insistantes, aux personnes trop curieuses. Du coup, il y a une BD qui a été faite, qui a d'abord été faite, puis après, justement, une vidéo sur cette thématique. Et puis, au fur et à mesure des ans, Anna s'est un peu développée et a voulu aborder des thématiques qui touchaient plus les jeunes adultes. Et l'année dernière, on a fait une vidéo sur l'entretien d'embauche, là qui était plus un petit peu à double, enfin, et pour les patients et pour les aussi recruteurs, pour essayer de savoir quoi dire, ne pas dire, où mettre la limite. Et là, on est en train de travailler sur une vidéo qui est un peu plus délicate, enfin qui aborde un sujet un peu plus délicat, qui est tout ce qui est relation amoureuse. Et du coup, au sein de cette association, on est 5 ou 6 jeunes adultes. Et du coup, pour faire les vidéos, on essaye de un peu débriefer sur nos expériences, nos attentes, sur ce que nous, on aurait voulu avoir comme information quand on était plus jeune. Donc voilà un peu comment on fonctionne. Il y a aussi un deuxième sujet que j'aimerais aborder, alors c'est sur tout ce qui est patient expert, patient partenaire. Alors c'est un concept qui existe depuis déjà de nombreuses années dans les pays anglo-saxons, qui tend à être beaucoup développé, enfin, plus développé en France, où en fait donc c'est des patients qui viennent au sein enfin, des patients qui ont une certaine pathologie, qui ont une connaissance de leur pathologie, qui sont passés par différentes étapes et qui viennent travailler au sein de services de soins alors après, ça dépend comment les services fonctionnent, mais il y en a vraiment qui sont des patients, enfin, comme qui sont du, du personnel à part entière et qui viennent épauler les équipes soignantes et épauler aussi les soignés pour leur donner des conseils pour répondre à leurs questions. Parce que aussi, parfois, les patients n'osent pas poser toutes les questions aux médecins et justement, avoir ce rôle de patient partenaire, patient expert, ça peut pour eux être une deuxième oreille. Si je puis me permettre, les deux notions que tu as évoquées, donc le travail concret de l'association, la notion de patient expert, pour reprendre peut-être les propos aussi de Bernard de Vauchel, ça nécessite des sciences, enfin, est-ce que la philosophie est une science, hein? Est-ce qu'il y a un support un peu universitaire, académique à ce genre de réflexion? Je crois que tu as fait un DU sur ce sujet, si j'ai bien Oui, vu ton CV. c'est ça, absolument. J'ai fait un DU donc l'année dernière à la Sorbonne, à l'Université des patients, justement pour aider, pour donner une certaine reconnaissance justement à ce statut de patient partenaire, patient expert, parce que c'est souvent, enfin, aujourd'hui, enfin, comme dans le système français, on demande pour travailler quelque part très souvent à être reconnu, à avoir un diplôme. Et du coup, ces différents diplômes qui existent enfin, en France, justement, donnent une certaine reconnaissance académique, une certaine légitimité aussi pour pouvoir travailler là-dessus. Et j'aimerais aussi juste rebondir sur ce que aussi disait Bernard sur la philosophie, l'art, cette interdisciplinarité. Justement, pendant mon DU, on a fait du coup un mémoire qui est fait sur l'image de soi avec une fille qui a eu un cancer du sein, qui a eu une double mastectomie. Et on se faisait la même réflexion, elle et moi, justement que cette transdisciplinarité est essentielle et on milite même pour qu'il y ait des cours justement d'art ou de sensibilisation à l'art ou à la philosophie dans le cursus médical.
Justement, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que là encore, de la même façon que nos laboratoires de recherche devraient travailler un petit peu plus ensemble, les initiatives qui sont évoquées en termes de vidéos, de films, il y a quand même eu des films qui ont été présentés même à la télévision. Il y a eu un film qui s'appelait La Disgrâce, qui était absolument magnifique, qui a été présenté à la télévision. Il y a un autre film qui vient d'être tourné par des gens qui ont travaillé pendant longtemps à Necker, donc là où il y avait effectivement beaucoup d'enfants mal formés. Et ce film s'appelle Et alors, il mériterait d'être vu effectivement sur les chaînes. Et puis, je rebondis parallèlement sur les liens avec les philosophes. Il y a pas mal de choses quand même qui ont été écrites. Il y a ce petit ouvrage écrit par des chercheurs qui travaillent, des philosophes qui travaillent à Nanterre à l'heure actuelle et qui ont écrit ce petit livre qui s'appelle Faire face, faire visage et qui effectivement sont des réflexions portées sur la disgrâce. Voilà, simplement pour rajouter et aller dans le même sens, je crois que là, effectivement, ce lien est un lien fort avec cette association. Il faudrait qu'on travaille tous dans le même sens. Justement, vous évoquez la question qu'on avait décidé d'évoquer ensemble, qui est la notion donc de comment construire ces interfaces. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui? Quel est le chemin qu'il faut parcourir encore dans la notion de travail d'équipe? Vas-y, Jean-Christophe. Okay, moi, je voulais juste dire un mot sur cette notion de sciences humaines et sciences biologiques. À Bordeaux, de façon tout à fait innovante, il y a une grosse unité d'immunologie, Immunoconcept, qui a recruté sur ses postes de chercheurs un philosophe des sciences. Donc c'est tout à fait innovant qu'une thématique aussi scientifique, en tout cas focalisée, je dirais, que l'immunologie, au final, s'ouvre aussi aux sciences humaines. Donc ça, c'est un message important. Après, je voudrais dire quand même qu'au travers aussi des appels d'offres, quand on candidate et qu'on rédige des demandes de fonds, au final, il y a souvent quand même des aspects sociétaux, des aspects éthiques, des aspects d'égalité homme-femme, etc. Enfin, je pense qu'on prend en compte aujourd'hui c'est beaucoup plus ces aspects, en tout cas, qu'il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est encore pas parfait, mais je crois qu'on est quand même sur la bonne voie. Donc la société nous pousse à évoluer. Et d'un point de vue territorial, parce que là, c'est bien la théorie, mais en pratico-pratique dans les territoires, est-ce que ça s'installe? Est-ce qu'il y a des outils? Comment ça se passe? Peut-être Bernard de Rochelle? Moi, je pense que c'est pas tant la société qui veut ça, c'est à nous peut-être que nous avons devoir d'imposer ça aussi un petit peu à la société. Non, vous parliez de territoire. Non, je reviens simplement sur ce qui a été dit et c'est très 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 heureux de voir que effectivement il puisse y avoir un lien entre l'immunologie et puis un philosophe. Mais là, ça pose la question, par exemple, qui est la question de la tolérance. Nous, on vit ça avec l'histoire de la transplantation, mais la tolérance prise au sens large du terme, comment tolérer le visage de l'autre quand le visage de l'autre est complètement déformé ou amputé d'un certain nombre d'éléments. Voilà. Et je crois que ce qui est intéressant dans l'immunologie, c'est de s'apercevoir que notre corps est par définition intolérant. Il est intolérant au corps de l'autre, aux cellules de l'autre. Et toute la recherche en ingénierie tissulaire, c'est quoi faire? C'est essayer, à partir de nos propres cellules souches, de nous reconstruire et de nous reconstruire avec des cellules et avec des tissus que l'on ne va pas rejeter. Toutes les prothèses que l'on met en place induisent des réactions inflammatoires de la part du corps humain. Quand on regarde, par exemple, la durée de vie d'une prothèse totale de hanche ou la durée de vie d'une transplantation cardiaque, c'est exactement la même chose. À un moment donné, si vous voulez, le corps se rebelle un petit peu contre ce corps étranger qui a été mis en place. Et je crois que notre devoir aussi, c'est de travailler sur la tolérance à l'autre, et ça rejoint effectivement cette réflexion philosophique fondamentale, passer d'une intolérance biologique à une tolérance qui donne effectivement cette véritable dimension d'humanité dans la relation qu'on doit avoir entre nous. Le patient là-dedans, comment trouve-t-il son parcours et comment le construit-il? Le parcours du patient, c'est une grande histoire. Oui, mais je crois qu'il y a une expression qui a été utilisée tout à l'heure par Guilhem et qui m'apparaît tout à fait heureuse. Ça n'est pas parce que vous êtes hyper spécialisé, quand bien même on serait d'ailleurs hyper spécialisé dans le visage, n'est-ce pas? Ça n'est pas pour autant qu'il faut uniquement concentrer son attention à la pathologie du patient
au niveau de l'organe ou du site anatomique que l'on prend en charge. Je veux dire que je retiens le terme de holistique, la dimension holistique que l'on doit avoir à l'égard de la personne. Ça, voilà, cette dimension humaine, cette dimension holistique, et de savoir de temps en temps faire la priorité. Si nous avons dit, puisque nous parlons de visage, l'importance du visage dans la vie relationnelle, dans l'intégration sociale, dans la construction de sa personnalité, de son identité en tant qu'individu, c'est vrai que sur le plan strictement médical ou chirurgical, ben, il faut savoir de temps en temps faire aussi des priorités. Puis nous savons aussi que bon nombre de syndromes malformatifs, enfin, on voit les progrès de la génétique aujourd'hui, bon nombre de syndromes malformatifs sont des syndromes malformatifs qui touchent plusieurs organes. Et il faut savoir effectivement travailler là encore en bonne intelligence avec ces consultations dites pluridisciplinaires où chacun apporte sa contribution et va prioriser la prise en charge et quelquefois conjuguer un même acte touchant deux organes dans le respect effectivement du patient, prenant en compte, c'est un autre point qu'avait souligné Guilhem et qui m'apparaît tout à fait important, quand on est porteur d'une malformation, il y a toute la croissance et quelquefois toute une série d'interventions chirurgicales, et quand on a affaire effectivement à une pathologie polymalformative, eh bien savoir quelquefois céder le pas quand un autre organe devient prioritaire. Ça, je crois que c'est un élément important, mais on en revient toujours, voilà, regarder l'autre comme un individu entier, même si la défiguration pour nous-mêmes est de l'ordre de l'impensable et de l'impensé, mais ça, c'est une autre question. On pourrait faire un séminaire rien que sur cette question-là, qui est Tout à fait. latérale, centrale en même temps. Jean-Christophe, toi qui as participé à cette aventure un peu de l'organisation de la filière aussi, et de ce maillage heureux que nous avons obtenu avec une augmentation du nombre de sites de prise en charge sur le territoire, est-ce que tu pourrais justement nous donner un petit peu ton regard de clinicien aussi? Que penses-tu du parcours du patient? Est-ce que tu trouves qu'il trouve la route facilement? Je ne sais pas un petit peu, quelle est ton idée là-dessus? Moi, mon idée, c'est qu'en effet, je pense qu'on a quand même un problème souvent en France de gens qui errent avec des maladies rares, qui sont parfois un peu frustres, donc qui ne sont pas diagnostiqués. Et donc, moi, je pense qu'on pourrait avoir des efforts de communication pour mieux faire connaître les centres de référence, les centres de compétences, mieux former aussi certainement en premier et deuxième cycle des études médicales ou odontologiques, puisqu'on parle du visage, qui est plus d'interdisciplinarité. Enfin, je pense que moi, le problème essentiel, je vois surtout sur le plan d'une communication voilà, qui reste parcellaire. Et puis communication, peut-être aussi auprès du grand public. Enfin, je pense qu'on voilà, on n'est quand même pas dans un système idéal et c'est vrai que les patients sont quand même en droit d'attendre des diagnostics et des prises en charge sûrement beaucoup plus précoces et plus spécifiques quand elles existent. Donc ça, moi, c'est un peu le constat que je fais. Donc c'est une espèce de retard qu'on pourrait sûrement pallier par une meilleure communication. Après, je me posais la question du patient par rapport à la recherche, et ça, c'est quand même une vraie question parce que, au final, si je vois le chercheur, comment il voit le patient, le chercheur, j'ai l'impression qu'il voit le patient au travers de ses observations propres, de ses lectures, parfois au travers d'associations de patients, notamment quand elles apportent des financements. Mais là encore, ça reste une vision certainement très parcellaire. Alors parfois, c'est aussi via les cliniciens qui apportent une problématique aux chercheurs. Mais il n'y a pas dans les laboratoires de recherche cette interaction directe, je crois, patient-chercheur. Ça, je pense qu'aussi, c'est quelque chose certainement sur lequel on peut largement progresser. Donc, malgré les PNR qui ont commencé en plan national maladie rare en 2006, il faut le rappeler, qui ont permis de construire les centres de référence, puis les filières avec des sites internet. Donc, on ne peut que inviter les gens qui nous écoutent, donc c'est une porte d'entrée de communication, de visiter les sites, de participer aux journées, car c'est un système ouvert. Et là, Guilhem pourra nous apporter son éclairage, puisque dans ces filières, dans ces CRMR, le patient est là.
Et donc, en tant qu'association de malades, comment améliorer cette interaction et cette visibilisation en quelque sorte? Eh ben, je pense que l'interaction, en fait, et c'est d'ailleurs de là où est née l'association ANA, c'est que il y a enfin, un certain nombre d'associations de patients, en fait, ont les mêmes objectifs, les mêmes attentes, mais il peut y avoir, alors pas des guerres d'ego, mais chacun est sur sa petite pathologie, maladie, sur sa malformation, et on regarde que en fait son côté à lui. Et en fait, Anna a voulu surpasser tout ça. Là, c'était sur les donc, particularités physiques et a voulu en fait donner des outils qui étaient bons enfin, valables pour toutes les personnes qui avaient des particularités physiques. Voilà, donc je pense vraiment qu'il faut, enfin, quand on regroupe des thématiques et des problèmes en commun, essayer vraiment que tout le monde se mette autour de la table pour qu'on puisse tous vraiment unir nos forces et aller plus loin, parce que c'est que comme ça qu'on pourra progresser. Et j'aimerais aussi également revenir sur ce que disait Bernard sur la tolérance des autres, et, et notamment ce qu'il disait sur la disgrâce. Moi j'étais un des témoins de ce documentaire. Et, euh, et je pense qu'il y a deux choses à dire. Que, un, ça peut aider aussi les patients qui sont atteints de malformations. Là, à la fin quand on a fini de tourner justement la disgrâce, le réalisateur nous avait dit j'ai vu un avant et un après pour, euh, pour vous cinq. Donc, je pense que ça aide d'abord le patient, que quand on fait ce genre de documentaire, on le fait aussi d'abord peut-être pour faire un certain travail, pour faire passer aussi évidemment un message aux autres. Et, euh, et la deuxième chose aussi que je veux dire sur ces différents films, c'est que les retours justement qu'on a des personnes après la diffusion de ces films est juste quelque chose de formidable et d'incroyable. Du coup, oui, je pense effectivement que ces films documentaires qui montrent des personnes atteintes de malformations sont vraiment primordiales et d'utilité publique. Merci beaucoup, Guilhem. C'est bien pour ça que nous t'avons invité. Nous savons que tu es très important de ce point de vue-là. On va revenir sur un point parce que vous avez évoqué donc la malformation congénitale, qui est plus un peu les maladies rares de notre filière tête-cou. Et là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que finalement, il y a quand même, là, on va partir un petit peu aux sciences biologiques, il y a quand même un terrain génétique qui va être singulier à chaque maladie. Et donc, la question qu'on a envie de vous poser, c'est que est-ce que par hasard, il n'y aurait pas des familles de maladies qu'on pourrait soigner avant même que le patient naisse? Est-ce qu'on peut rêver de thérapie génique, de molécules recombinantes, ou est-ce que c'est complètement surréaliste? Quelle est votre opinion et votre connaissance à ce sujet? Grand Euh, silence, grand silence, grand Grand silence, silence. grand silence, grand silence. Non, non, incontestablement, la génétique fait énormément de progrès, avance et les moyens, effectivement. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que la génétique, c'est une étiquette d'abord. Alors, après ça, passer du stade de l'étiquette, de l'identification et à la limite, effectivement, de pouvoir prévoir, effectivement, en cas, par exemple, de grossesse à l'avance l'apparition d'une maladie, oui, sans doute, c'est très curieux car j'étais en consultation la semaine dernière avec justement une maman qui avait été prise en charge pour une malformation crânio-faciale et qui a donné naissance à un enfant qui est porteur de cette même malformation parce qu'il y a effectivement l'identification. Cela étant, passer d'une identification à une thérapie génique, voilà, on progresse et on progresse lentement, mais on a encore... Et puis, vous avez aussi, malheureusement, des tas de maladies qui n'ont pas encore été nécessairement identifiées sur le plan génétique, de pathologies malformatives qui n'ont pas encore été totalement identifiées sur le plan génétique. Donc, les choses progressent. Ce qui est certain, c'est que vraisemblablement, dans un certain nombre... Je pensais notamment aux malformations vasculaires, vous savez, ce qu'on appelle, entre guillemets, les angiomes, qui est
un mauvais mot, eh bien, on s'aperçoit que petit à petit, ce qui relevait à un moment donné d'un acte quelquefois un petit peu agressif sur le plan chirurgical, aujourd'hui, eh bien, on se tourne vers des thérapeutiques médicales et justement, à la fois les recherches en génétique et à la fois, effectivement, les progrès vont mettre de côté quelques thérapeutiques qui étaient un petit peu mutilants. Il y a là des progrès, on parlait de recherche, par exemple, effectivement, les progrès en imagerie médicale nous permettent effectivement, face à ce type de malformation vasculaire, des progrès tout à fait sensibles. Voilà. Alors cette dimension-là est une dimension importante. Je reviens un petit peu sur ce que, effectivement, une maladie génétique ou une maladie malformative, quand on est obligé de la prendre en charge sur le temps, la dimension temps est également un élément important à prendre en compte. Et quelquefois, savoir ne pas trop intervenir, sachant que peut-être il y aura, et c'est là le lien entre la clinique et la recherche, savoir que demain, il y aura peut-être là telle molécule mise au point, tel dispositif médical mis au point, qui permettra effectivement de répondre mieux à la demande des patients. C'est ce lien très, 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 très fort, je crois, dont il faut avoir conscience, notamment, je dis bien, dans les pathologies malformatives. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les pathologies tumorales, où là, on doit bien évidemment intervenir tout de suite. Donc, il faut beaucoup Pour- d'équilibre dans l'approche du patient. Jean-Christophe. Ouais, juste un petit mot, une petite histoire là, on a un petit peu de temps, je pense, pour rebondir sur les angiomes. Une histoire que je trouve un peu éloquente parce qu'on fait souvent beaucoup de recherches, parfois pour accoucher d'une souris, et parfois une simple observation médicale peut amener au final une découverte avec un impact assez important. Donc les angiomes, c'était il y a 20 ans à Bordeaux, en dermatologie pédiatrique, un enfant qui a des angiomes, qui a une cardiopathie prise en charge donc par le cardiopédiatre, qui met en place un traitement par bêta-bloquant. Le dermatologue qui voit fondre l'angiome et qui dit, Absolument. tiens, c'est bizarre, il y a peut-être un lien de causalité entre les deux. Il a le culot de traiter quelques enfants par bêta-bloquant. Ça se traduit par une résorption importante des angiomes. Après, des recherches ont été faites en laboratoire, des médicaments ont été développés spécifiquement, mais en tout cas pour dire que parfois une simple observation médicale peut aussi amener un vrai progrès dans la prise en charge, puisqu'en fait on a quand même remplacé une corticothérapie par voie générale par un bêta-bloquant qui était beaucoup moins iatrogène et avec des effets tout à fait similaires, quoi. Donc vraiment, voilà, c'est une petite histoire que j'aime bien raconter parce que ça illustre que parfois on passe beaucoup de temps nous, à faire de la recherche pour avoir des résultats qui sont très parcellaires et que on peut avancer aussi par d'autres biais. Oui, mais la recherche, tu es en train de nous dire finalement, l'élément de recherche peut surgir pas seulement d'une approche théorique Non. conçue, ben, un petit peu aussi, si je puis me permettre, comme on a avec toutes les approches omiques, où on n'a pas de biais, on n'a pas d'indication, on va à la pêche à la ligne sur la recherche de gènes et puis on trouve des choses incroyables. Donc effectivement, il faut avoir un esprit ouvert. Euh, et donc finalement, cette médecine personnalisée, il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Et justement, pour un petit peu, on arrive un peu à la conclusion, pas tout à fait, mais encore. Est-ce que vous pensez que les médias, les réseaux sociaux jouent leur rôle et est-ce qu'ils vont trop loin? Quelle est votre opinion? On va commencer par Guylaine peut-être. Oui, alors, enfin, c'est un vaste sujet. J'en parlais un petit peu au début du séminaire. Je trouve que justement, il n'y a pas du tout, enfin, ou alors très peu, un rôle positif des médias. Là-dedans, on voit très peu à la télé de personnes avec des malformations au visage. C'est quelque chose de très rare. Les seules fois où on en voit, c'est comme vous disiez Bernard, c'est qu'on fait des documentaires ou des choses comme ça. Du coup, c'est extrêmement rare. Du coup, enfin, non, la télé joue pas du tout. Enfin, la télé joue pas son rôle. Après, les réseaux sociaux, c'est un peu différent parce on peut voir des influenceurs ou d'autres personnes qui ont des malformations, qui ont des comptes. Du coup, enfin, il y a une témoin de la disgrâce qui, elle, a un compte où elle expose un peu son quotidien, mais là, je dirais que l'approche est un peu biaisée parce que seules les personnes qui veulent la suivre et la regarder le font. Voilà, du coup, non, enfin voilà, non, non, voilà, du coup, c'est pas du tout assez mis en avant et le rôle n'est pas du tout aussi important
que ça, et ça a même justement un rôle délétère parce que enfin, les médias surtout veulent nous faire entrer dans des cases, dans des normes, et tout ce qui en sort n'est pas visible, j'ai envie de dire, n'est pas beau, même si c'est un terme que j'aime pas forcément. Bernard brûle de prendre la Oui, parole. oui, non, simplement, je veux dire que tout à l'heure, Guilhem faisait référence aux anglo-saxons et à l'esprit anglo-saxon qui, quelquefois, est un petit peu différent. Moi, j'invite nos différents responsables de chaîne à faire ce qui a été fait en Angleterre, où il y a cette association qui s'appelle Changing Faces, où le responsable de l'association avait été invité, qui lui-même est défiguré, bien reconstruit, et qui avait été invité à présenter le journal du 20 heures pendant une semaine. Voilà Mais une c'est proposition que l'on pourrait faire. mais c'est compliqué, enfin, on va pas non plus trop parler, mais enfin, vu la difficulté que ça a été pour de diffuser la disgrâce, je pense que faire ça, ça serait assez utopique, mais ça serait top. C'est un problème de. Alors là, c'est un problème de société qui ne Oui, oui, oui. recouvre pas que l'identité physique ou la singularité que Oui. tu veux, enfin, qu'on doit employer, mais la variété de genre. Enfin, c'est un problème de tolérance de la diversité de l'humain, en quelque Absolument. sorte. On est un peu étroit dans nos modèles. Est-ce que, Jean-Christophe, on avait évoqué parfois des effets d'annonce dans les médias qui ont un effet plus toxique que positif. Est-ce que tu peux Ouais. nous témoigner? Tout à fait. Nous avons été à une époque très, très médiatisée sur la bioimpression. Et à cette époque-là, donc c'était il y a une petite dizaine d'années, je pense que c'était des industriels aux États-Unis qui essayaient de vendre la technologie de bioimpression, donc avec des recherches de financement, d'investisseurs. Il y a même eu des sociétés comme Organovo qui ont été cotées en bourse. Simplement sur le fait d'avoir vendu un peu du rêve, hein, de dire on va reconstruire, on sait reconstruire un foie, alors qu'au final, ils étaient capables d'imprimer trois types de cellules du foie dans des micro-organoïdes. Donc, on était très très loin d'un foie. On va reconstruire un cœur. Au final, on est capable d'imprimer quelque chose qui a la forme d'un cœur, éventuellement de mettre quelques cellules musculaires dessus, mais on n'a pas un cœur avec un battement autonome et tout le système d'innervation qui existe. Voilà, on est capable on va imprimer un rein, oui, au final, on est capable d'imprimer quelque chose qui a une forme de rein, mais pas qui n'a pas la fonction du rein. Et tout ça, au final, ben, les médias, ils sont toujours à la recherche, je trouve, du sensationnel. Ils essaient toujours de nous dire ben, qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans? Est-ce que vous serez capable de remplacer les organes pour qu'ils puissent être transplantés? Bon, bien sûr que non, on est très très loin sur des sujets aussi complexes avec des techniques de bioimpression. On est capable d'avoir une approche biomimétique, comme je le disais au début, d'imprimer quelques éléments constitutifs de l'organe, mais en aucun cas on est capable de refaire un organe complexe. Après, il y a un problème moi, sur lequel j'ai toujours beaucoup insisté, qui est le problème de la vascularisation, de cette vascularisation hiérarchisée en termes de diamètre, qui fait qu'on est incapable de reconstruire aujourd'hui par ingénierie tissulaire, ça c'est très clair, hein, et on en est très loin, et c'est un verrou, à mon avis, technologique majeur pour pouvoir un jour faire des organes transplantables. Alors, on s'en est un peu affranchi. Il y a des études qui ont été faites il y a une vingtaine d'années. Je me souviens des gens qui avaient reconstruit une mandibule, ils avaient imprimé une grille en titane dans laquelle ils avaient mis de la moelle osseuse, des facteurs de croissance, bon, enfin une espèce de soupe qu'ils avaient implantée dans le muscle grand pectoral et ils avaient fait un lambeau. Mais bon, on était sur des systèmes un peu intermédiaires. Mais en laboratoire, aujourd'hui, on est très très loin de savoir faire des organes vascularisés. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont plus claires. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait quand même cette espèce de ferveur dans les médias et jusqu'à des patients qui nous téléphonaient au laboratoire, j'ai mon fils qui a perdu un rein, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Donc ça a vraiment un impact aussi sur les patients, ce genre de faux messages. Et voilà, donc moi je pense qu'il faut, nous en tant que scientifiques, il faut absolument qu'on lutte contre ça, qu'on donne sache donner de l'espoir, mais pas vendre du rêve, quoi. Je crois qu'il y a quand même une limite à pas franchir. Pour pondérer ta déclaration, si on compare l'arsenal thérapeutique dont vous disposiez il y a 20 ans de celui d'aujourd'hui, il a bien été construit autour des laboratoires. On parlait tout à l'heure de robotique, d'informatique. Actuellement, vous avez mentionné tous que
que c'était d'un niveau de complexité fonctionnel, il fallait mettre les nerfs, etc. Vous avez mentionné le niveau de complexité, mais ne pensez-vous pas que alors là je parle de pratique, votre exercice de réhabilitation a subi une révolution ces 20 dernières années grâce à ce mouvement en fait. On l'a peut-être pas assez évoqué, il y a eu quand même des changements importants. Bernard? Oui, enfin, je veux dire que ça, tous les progrès auxquels on assiste, sauf peut-être pour une générie tissulaire, je reviendrai dessus, tous les progrès auxquels on a assisté sont des progrès qui sont de l'ordre de la mécanique. Autrement dit, la conception du corps détruit et l'analyse que l'on a, elle est encore héritière d'une anatomie et d'une conception mécanique, et l'acte chirurgical reste encore un acte chirurgical qui prend en compte essentiellement. Et je pense que le devenir de la chirurgie, de l'acte chirurgical, c'est d'accéder à la dimension biologique et de passer, si vous voulez, d'une chirurgie qui aujourd'hui est appelée chirurgie reconstructrice à une chirurgie au sens large du terme, enfin, chirurgie au sens de œuvre de main, si vous voulez, qui aura à ce moment-là une dimension qui sera régénératrice à partir de nos propres ressources. Et là, je crois que c'est vraiment la perspective, avec toute la prudence des propos qui ont pu être tenus à l'instant, savoir qu'effectivement, on en est à décellulariser des organes en essayant de les recellulariser, sauf que effectivement se pose la question de la possibilité de croiser les tissus et de leur apporter la vascularisation, qui est effectivement la condition nécessaire pour que ça survive. C'est absolument indispensable. Une chirurgie des fonctions, en quelque sorte, pas seulement de la structure, au sens Oui, large. c'est la dimension, voilà, c'est la dimension biologique de l'acte thérapeutique. Euh, Écoutez, je pense on va vous demander de faire un petit mot pour la conclusion. Donc, vous savez, comme on fait dans certaines émissions journalistiques, une petite minute pour conclure. Guilhem? Oui, donc alors il y a pas mal de choses qui ont été abordées dans ce séminaire. On voit qu'on est tous complémentaires, tous avec des approches différentes. Voilà, qu'il faut aussi vraiment remettre le patient au centre et qu'il y ait plus d'interaction aussi entre les différentes associations de patients et surtout essayer de développer les interactions entre les patients et les chercheurs et les médecins pour qu'il y ait vraiment une cohérence entre les trois et des vraies avancées. Et qu'il y ait aussi une réponse une réponse encore plus importante aux demandes des patients. Merci beaucoup. Je vais me permettre de dire à Jean-Christophe. Mais d'ailleurs, moi, je dois vous remercier de m'avoir invité à parler un petit peu de recherche dans ce cadre-là, même si beaucoup d'autres domaines ont pu être évoqués. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'il faut améliorer certainement les interactions entre les laboratoires de recherche et les patients, hein, des choses qui existent assez peu, même si les sciences humaines, je vous dis, pénètrent nos structures de recherche. Améliorer la communication sur tous les centres de référence et de compétences pour les patients, qui puissent avoir des diagnostics plus précoces. Ça, c'est un vœu que je formule et j'espère que la filière s'engagera en ce sens. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire en conclusion. Merci. Merci beaucoup. On va laisser la parole pour conclure à Monsieur Devauchel. Écoutez, merci d'abord pour votre invitation. Je crois que, en fait, non, c'était très bien que ces trois regards que nous avons portés, animés par les questions que vous nous avez posées, sont des regards qui sont tout à fait convergents. Et je crois qu'on est assez d'accord. Et que le mariage, au total, il a assez bien fonctionné. Non, en guise de conclusion, je voudrais simplement revenir sur une invitation pour tous ceux qui nous écoutent à éduquer leur regard et peut-être à regarder demain la personne qu'ils croiseront dans la rue porteur d'une défiguration, de le regarder peut-être différemment. Et puis pour le chercheur et le clinicien que nous sommes, de porter un regard aussi critique et avec humilité sur le travail qu'il mène. Merci, c'est vous trois. Nicolas peut peut-être conclure.
parole. Merci beaucoup, Ariane. Tout simplement, merci à tous les intervenants d'avoir passé cette heure ensemble. J'espère que le format vous a plu. Encore une fois, tout sera donc disponible prochainement sur le site de la filière en rediffusion illimitée. Merci beaucoup. Et si on a des retours positifs, d'autres numéros sont déjà en préparation. On n'a pas encore de date, mais c'est prochain. Et merci encore une fois donc, à notre intervenant. C'était vraiment très intéressant, avec un format court, mais dense. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et donc, le message, c'est au prochain séminaire. Au prochain séminaire. À bientôt. Bientôt les infos sur le site de la filière TEDCO.